Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre podcast de revue de presse européenne hebdomadaire. Après quelques semaines de vacances, on repart sur la semaine 34 de 2024. Au sommaire de ce numéro, dans la vie de l'Union se prépare face au virus Mpox. La lutte commerciale continue avec la Chine au sujet des véhicules électriques. Les denrées ukrainiennes devraient bientôt être à nouveau taxées. Les conservateurs n'arrivent pas à s'entendre sur leur leadership et l'Union européenne devrait avoir assez de gaz pour cet hiver. Dans le club des 27, le soutien à l'Ukraine alterne entre bons et mauvais signes. La Bulgarie s'enlise dans une crise institutionnelle. La rentrée de Giorgia Meloni s'annonce explosive. L'Irlande se prépare aux législatives avec la crise du logement en toile de fond. Et la Hongrie continue d'inquiéter ses partenaires. Et chez nos chers voisins, la Serbie est au cœur d'un imbroglio politique avec un projet de mine de lithium. L'Ukraine bannit l'Église orthodoxe russe sur son territoire et adhère à la Cour pénale internationale. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Santé. L'Europe se prépare face au virus Mpox. Vendredi 16 août, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le CDC, a informé les États membres qu'il fallait se préparer à une épidémie de Mpox, nouveau nom de la variole du singe, ou variole simienne, qui provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et des lésions cutanées proches du furoncle. Le virus se transmet par contact avec des animaux ou des personnes infectées par voie cutanée, parfois par des lésions invisibles à l'œil nu. Le contact sexuel est aussi un facteur de risque important. Le CDC demande aux États membres d'anticiper et de mettre en place une planification des efforts à fournir, notamment sur les campagnes de sensibilisation, de tests et de vaccination. Les processus de détection, de suivi et de quarantaine devraient aussi être prévus. Le centre réagit au premier cas européen détecté en Suède et le déclenchement du niveau d'alerte le plus élevé par l'OMS après le déclenchement de l'état d'urgence par le Centre de contrôle et de prévention des maladies africain. La compétence sur les affaires de santé relève des États. La Commission européenne n'a qu'un rôle de coordination et de veille d'information qu'elle transfère aux États membres. Dans le cas présent, les autorités européennes mettent en garde les États, notamment sur les cas importés de clade 1b, variant plus contagieux et mortel que le clade 2, variant qui avait connu une flambée en Europe en 2022 et qui avait donné lieu à une campagne de vaccination. D'ailleurs, la campagne de 2022 aurait des effets bénéfiques d'après les premières études concernant le clade 1b et devrait empêcher une épidémie conséquente en Europe. La mise en garde est motivée par l'explosion du nombre de cas observés sur le continent africain, avec une augmentation de 160% et un taux de mortalité de 3%. Le CDC s'est entretenu avec l'Agence européenne du médicament mardi 19 août et ont convenu qu'il n'était pas nécessaire de considérer le virus comme une urgence de santé publique. Le comité de sécurité sanitaire, chargé de collecter les données de santé publique des États membres et non membres proches, s'est entretenu avec l'OMS afin d'organiser la solidarité envers le continent africain. Certains universitaires regrettent que la réaction occidentale se soit déclenchée uniquement à cause du risque d'épidémie importée. International, le conflit douanier avec la Chine se poursuit. Voilà quelques mois que la Commission européenne enquête sur les subventions d'État que la Chine aurait octroyées à des constructeurs de véhicules électriques, et la conclusion s'approche. La Commission européenne a dévoilé les droits de douane auxquels les constructeurs seront soumis. Ils varieront selon le volume de subventions dont ils auront bénéficié, mais aussi selon leur coopération à l'enquête de la Commission. Les droits de douane représenteront entre 17% et 37,3%. Des droits de douane qui toucheront aussi des constructeurs européens et américains qui ont bénéficié de subventions. Ça n'enchante pas l'Allemagne, dont les constructeurs automobiles ont largement profité de cette manne, l'électrique étant un secteur stratégique pour eux.
Ces droits de douane doivent rééquilibrer la concurrence entre constructeurs de véhicules électriques. La part de marché des véhicules électriques chinois est passée de 3,9% en 2002 à 25% en 2023. Des constructeurs automobiles ont encore l'opportunité de faire valoir leur point de vue auprès de la Commission européenne dans les 10 jours. Les taux définitifs seront appliqués le 31 octobre, après vote au Conseil de l'Union européenne, qui interviendra le 30 octobre pour 5 ans renouvelables. Un vote loin d'être gagné tant l'Allemagne compte sur l'économie chinoise pour préserver son modèle d'exportation, notamment pour son industrie automobile et ses fleurons Mercedes, BMW et Volkswagen. Mais ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Par cette manœuvre, l'Union européenne entend bien discuter avec Pékin pour rééquilibrer la situation dans le cadre des normes de l'Organisation mondiale du commerce. Mais la Chine ne l'entend pas vraiment de cette oreille. Elle a déjà lancé une enquête sur le porc européen et désormais s'attaque aux produits laitiers et aux spiritueux, des secteurs qu'elle considère subventionnés injustement grâce à la PAC. L'Union européenne s'en défend et indique que la PAC respecte les normes de l'OMC et demande à ce que la Chine respecte ces mêmes règles dans le cadre de son enquête. En attendant, des mesures de rétorsion s'appliquent dans ces 3 domaines. International encore, le miel ukrainien à nouveau taxé. Suite aux manifestations en début d'année des agriculteurs, l'Union européenne avait révisé les règles d'entrée des produits alimentaires ukrainiens sur le marché de l'Union en suspendant les droits de douane, un moyen de soutenir l'effort de guerre ukrainien. Les agriculteurs européens se plaignaient de produits ukrainiens peu chers, de mauvaise qualité, ne respectant pas les normes européennes et qui tiraient le prix des denrées vers le bas. Cette facilité pour les Ukrainiens s'est prolongée au mois de juin pour 1 an, mais cette fois-ci avec un plafond correspondant aux importations moyennes entre mi-2021 et fin 2023. Mardi 20 août, la Commission européenne a déclaré que le miel avait atteint son plafond, basculant théoriquement de facto vers des droits de douane tels qu'établis par l'accord de libre-échange entre l'UE et l'Ukraine en 2016. Sauf que la Commission indique que ce même plafond est lui aussi dépassé. En ce qui concerne le poulet et le maïs, qui représentaient les plus grosses inquiétudes pour les agriculteurs européens, n'ont pas encore atteint le plafond, mais devraient l'être assez vite, puisqu'ils ont atteint 70% des quantités maximales fixées. Parlement européen, un passage de relais compliqué chez les conservateurs ? Si vous avez suivi les élections européennes, vous avez sûrement vu que Giorgia Meloni avait été tête de liste de son parti, Fratelli d'Italia. Une situation inédite, donc, où la présidente du Conseil est aussi députée européenne, par ailleurs à la tête du groupe parlementaire des conservateurs et réformistes européens. Le parti polonais Droit et Justice, le PIS, représenté par l'ancien Premier ministre Mateusz Morawiecki, tente de récupérer le leadership des conservateurs au Parlement européen. Mais Giorgia Meloni n'entend pas partir, malgré les nombreux événements qui ont effrité son influence européenne, notamment la création du groupe des Patriotes pour l'Europe, créé par Viktor Orban et Jordan Bardella, qui a réussi à débaucher quelques partis de CRE. Giorgia Meloni s'est retrouvée contrainte de soutenir la candidature d'Ursula von der Leyen, dans l'espoir de décrocher un portefeuille important pour l'Italie dans la prochaine Commission européenne. Pour Mateusz Morawiecki, récupérer le leadership européen lui permettrait de préparer sa candidature présidentielle en 2025. Le président actuel Andrzej Duda ayant atteint la limite des 2 mandats. Cependant, il n'est pas le seul dans la course et n'est pas non plus le favori du président du parti, Jarosław Kaczyński, qui lui préfère Tobiasz Bocheński, ancien élu local, devenu député européen en juin. Énergie. Les réserves de gaz de l'Union en avancent sur les prévisions. L'hiver des Européens ne devrait pas souffrir de pénurie de gaz cet hiver. Suite à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne a adopté une législation pour réduire sa dépendance au gaz russe et garantir sa sécurité énergétique. Cette législation dispose que l'Union européenne doit disposer d'un taux de stockage du gaz à 90% au 1er novembre de chaque année.
Un taux de remplissage atteint dès le 22 août cette année. En 2023, ce taux avait été atteint le 18 août, donc sensiblement à la même période. Une prouesse possible grâce à l'importation de gaz naturel liquéfié provenant des États-Unis, mais aussi du gaz norvégien acheminé par gazoduc, la Norvège étant parvenue à augmenter le volume de ses exportations. Un taux de remplissage qui devrait suffire à assurer un tiers de la demande de gaz cet hiver, mais cet effort doit aussi s'accompagner de plus de sobriété énergétique, une des ambitions défendues par le Pacte vert. Passons désormais au club des 27. Allemagne et République tchèque. De bonnes et de mauvaises nouvelles sur le soutien à l'Ukraine. Ces derniers temps, le gouvernement allemand ne brille pas par son unité, et sur le cas de l'aide à l'Ukraine, une fois de plus, le SPD, les Verts et le FDP montrent leurs divergences. Le ministre des Finances et leader libéral-démocrate Christian Lindner avait fait campagne lors des dernières élections fédérales sur la bonne gestion financière du pays. Un parti pris qu'il a défendu dans une lettre le samedi 17 août, où il déclare vouloir limiter l'aide allemande à l'Ukraine en 2025 à ce qui a déjà été promis, c'est-à-dire 4 milliards d'euros, ce qui réduirait de moitié l'aide allemande de 2024. Le premier pays contributeur en Europe dans l'aide à l'Ukraine donnerait donc un signe fort dans le mauvais sens, alors que, malgré sa percée dans l'oblast de Koursk en Russie, l'armée ukrainienne est en très grande difficulté dans l'oblast de Donetsk, l'obligeant à évacuer la ville de Pokrovsk. Christian Lindner justifie cette réduction par l'utilisation des intérêts des avoirs russes. Seulement, ces fonds ne pourront être débloqués que fin 2025, et les performances économiques font que les bénéfices peuvent être très variables, ne garantissant aucunement que ça puisse compenser la réduction de l'implication allemande. Un ajustement qui s'explique par la volonté des libéraux démocrates de garder un certain sérieux budgétaire. Mais dans tous les partis de gouvernement, la question de l'Ukraine fait largement débat. D'autant plus en ce moment, puisque les citoyens des Länder de Saxe, de Thuringe et de Brandebourg, à l'est du pays, voient l'AfD et l'alliance Sarah Wagenknecht avoir de très bons niveaux d'intention de vote. Les deux partis ayant fait du retrait de l'aide à l'Ukraine une position forte. Les régions de l'Est ont une sympathie envers la Russie plus forte, une sympathie héritée de leur appartenance à la RDA. Des élections régionales dans les trois Länder auront lieu le 1er septembre pour la Thuringe et la Saxe, et le 22 septembre pour Brandebourg. Des élections qui peuvent amener à une certaine prudence, mais aussi à préparer le coup d'après, les élections fédérales de février 2025. La CDU-CSU n'a pas raté l'opportunité de critiquer le gouvernement et d'assurer que ça n'arriverait pas avec eux au pouvoir lors des prochaines élections fédérales, même si certains leaders locaux prennent leur distance avec le discours national de la CDU sur l'aide à l'Ukraine. Mais la bonne nouvelle vient de République tchèque. Je vous avais parlé il y a quelques mois du rôle de coordination de la République tchèque concernant l'achat d'obus destinés à l'Ukraine. Elle avait des difficultés à la faire financer par ses partenaires européens. L'Union européenne a officiellement chargé le pays d'utiliser les bénéfices des avoirs gelés pour l'achat des obus. L'annonce a été faite par la ministre de la Défense tchèque, Jana Černochová. La livraison des munitions ne devrait plus tarder. Elle représentait un défi logistique qui a nécessité plusieurs mois. Bulgarie, une crise institutionnelle qui se confirme. Lundi 19 août, le président bulgare Ruman Radev a rejeté la proposition de gouvernement faite par la formatrice Gorica Granciarova-Koyareva, présidente de la Cour des comptes par intérim, choisie à la suite de l'incapacité des partis à former un gouvernement. Le président justifie son refus par la présence de Kalin Stoyanov, le ministre de l'Intérieur sortant, proposé pour reprendre son poste. Le président lui reproche sa proximité avec Delian Peevski, le président du parti centriste et des minorités ethniques, le DPS, accusé de faits de corruption et inscrit sur liste noire par les États-Unis et le Royaume-Uni pour des faits de corruption. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur faisait fermer un site internet ridiculisant Delian Peevski,
sans aucune explication. Roumen Radev indique que la présence de Stoyanov ne garantirait pas d'élections justes et impartiales, alors que la Bulgarie se prépare à de nouvelles élections prévues en octobre, les 7e législatives en 3 ans et demi. Gorica Grancharova-Koyareva jette alors l'éponge parce qu'elle indique que c'est impossible de parvenir à un consensus au sein des partis sans Stoyanov dans l'équipe. Le président bulgare bénéficie de façon surprenante du soutien de Nous continuons le changement Bulgarie démocratique, le PPDB, alliance d'un mouvement de société civile et de Verts libéraux, qui étaient alliés au GERB dans l'ancien gouvernement. Ce parti a perdu 10 points lors des dernières élections, la faute à la promesse faite par ce parti de se débarrasser de la corruption, l'obligeant à s'allier à des partis et des personnalités dont il dénonçait le manque d'éthique politique, rendant impossible des réformes de fond sur le sujet. Après la démission de la formatrice, l'ordre protocolaire prévoit plusieurs personnalités pouvant être nommées au poste de formateur. Le président de l'Assemblée nationale, le gouverneur ou le vice-gouverneur de la Banque centrale bulgare, le vice-président de la Cour des comptes, le médiateur ou un de ses adjoints, mais plusieurs de ces postes à responsabilité sont vacants ou assurés par des intérimaires. Et le droit européen interdit la nomination du gouverneur de la Banque centrale à un poste politique. Et même si un sondage récent a vu progresser le soutien de l'UE et à l'OTAN en Bulgarie et une décrue du soutien à la Russie et à Vladimir Poutine, un tel contexte politique favorise les forces antidémocratiques. Le parti pro-russe Vazrajdane, qu'on peut traduire par Renaissance, l'a bien compris. Il a proposé, suite aux Jeux olympiques, une loi interdisant tout programme éducatif sur l'orientation sexuelle, je cite, non traditionnelle. Un texte qui a fait consensus auprès des socialistes bulgares, du GERB et d'une partie du DPS, qui est passé en procédure accélérée, permettant son adoption le vendredi 16 août. Le président Radev n'a pas opposé son veto, allant contre l'avis du Conseil de l'Europe et de l'ONU. La Commission européenne, par la voix de sa commissaire à l'égalité Helena Dalli, a annoncé ouvrir une enquête pour évaluer si cette loi allait contre le droit européen. Italie, une rentrée qui s'annonce explosive pour Giorgia Meloni. Au-delà de ses défaites au niveau européen, Giorgia Meloni a eu un été assez compliqué. Entre une procédure pour non-respect du pacte de stabilité et de croissance, une polémique sur sa sœur et un débat qui oppose ses partenaires de coalition, la rentrée s'annonce particulièrement compliquée pour la présidente du Conseil. L'Italie s'approche dangereusement des 3 000 milliards d'euros de dette, ce qui en fait l'un des pires taux d'endettement dans la zone euro. Une augmentation qui est largement imputable aux politiques menées par son gouvernement. Sous le gouvernement Draghi, la dette était passée sous les 2 700 milliards d'euros. Même si le chômage recule et l'emploi repart à la hausse, la croissance patine. La faute à un déficit public estimé à 7,4% du PIB, bien loin des 3% du pacte de stabilité et de croissance. Sa dette est de 137% du PIB, ce qui en fait l'un des plus mauvais élèves de l'Union, seulement dépassé par la Grèce. Giorgia Meloni doit proposer un plan et une trajectoire de redressement d'ici septembre. La Commission y répondra avec une série de pistes pour retrouver une santé budgétaire convenable. L'affaire de ces dernières semaines concerne Ariana Meloni, la sœur aînée de Giorgia Meloni. Au-delà de la connexion familiale, Ariana Meloni est très impliquée dans le parti Fratelli d'Italia. Elle y est secrétaire politique, mais elle est aussi mariée à Francesco Lollobrigida, le ministre de l'Agriculture. Elle aurait été pointée du doigt par la presse et l'opposition pour son influence dans la nomination de personnalités dont la compétence revient à l'exécutif italien, notamment dans des entreprises publiques telles que Trenitalia. Matteo Renzi s'est emparé de l'article, qui n'est pas sourcé, pour dénoncer une forme de népotisme. La majorité crie au complot des journalistes, de la justice et de l'opposition. Une affaire qui pourrait servir la réforme de la justice du gouvernement pour faire place nette.
Et pour finir, c'est la question de la citoyenneté qui secoue la coalition gouvernementale. Le débat se cristallise autour de Paola Egonu, joueuse de l'équipe nationale de volley-ball, championne olympique à Paris. Le secrétaire général de Forza Italia et vice-président du Conseil, Antonio Tajani, propose une réforme sur l'accès à la nationalité italienne. Actuellement, en Italie, c'est le droit du sang qui prime. Mais Forza Italia veut mettre en place un parcours de naturalisation lié au parcours scolaire pour les enfants d'immigrés. Malgré les succès de Paola Egonu, elle reste la cible de l'extrême droite. Le général Roberto Vanacci, proche du leader de la Ligue Matteo Salvini, lui avait reproché, je cite, son manque d'italianité, en faisant référence à sa couleur de peau. Une déclaration qui lui a valu d'être écarté de la vice-présidence du groupe des Patriotes pour l'Europe. Le graffiti nommé Italianité, réalisé par l'artiste Laïka à Rome et représentant Paola Egonu, a été dégradé. Le parti d'opposition, le Parti démocrate, plaide, lui, pour le droit du sol, soutenu aussi par le centre. Mais pour Matteo Salvini, pas question de remettre en cause la doctrine du pays. Et entre les deux, Giorgia Meloni devra trancher. Une décision bien difficile à prendre, tant la tendance démographique de l'Italie montre un vieillissement accru de la population et une fuite des cerveaux vers l'étranger. Irlande. Le logement au cœur du débat des législatives. C'est une rengaine qu'on entend un peu partout en Europe. La crise du logement touche à peu près tout le continent. L'Irlande a vu sa démographie exploser entre 2015 et 2023. La population irlandaise comptait 3,6 millions d'habitants dans les années 90 contre 5,1 aujourd'hui. À tel point qu'actuellement, il y a un logement pour 4 demandes de logement. Un déséquilibre de l'offre et de la demande qui ne fait qu'augmenter les prix vu la rareté des biens immobiliers. Les associations pointent du doigt le manque d'anticipation des gouvernements successifs à faire construire des logements sociaux. Mais le gouvernement actuel s'en défend et indique que le taux de construction s'améliore. Le gouvernement mené par le parti de centre-droit, le Fine Gael, précédemment par Leo Varadkar et aujourd'hui par Simon Harris, a mis en place le programme Un logement pour tous, avec lequel ils s'enorgueillissent d'avoir construit comme jamais auparavant des logements sociaux. Les élections générales approchent et il est certain que le sujet sera au cœur des débats, tant ce poste de dépense touche le pouvoir d'achat des ménages irlandais. Hongrie. Attaque contre des entreprises étrangères et un allègement de la politique de visa pour les Russes et Biélorusses. On savait que Viktor Orban avait pris un tournant autoritaire, mais de là à reprendre les tactiques de Vladimir Poutine, on pouvait espérer qu'il y eût un gouffre. Mais que nenni! De plus en plus d'investisseurs internationaux se plaignent des intimidations du gouvernement hongrois à l'encontre de leur entreprise. L'exemple le plus parlant est la chaîne de supermarchés autrichien Spar, qui dispose de plus de 600 magasins dans le pays, installés très peu de temps après l'indépendance du pays. Pour autant, Viktor Orban ne cache pas sa volonté de prendre le pouvoir dans plusieurs entreprises étrangères à travers des participations au capital lui permettant de placer des hommes de confiance. Pour cela, il a mis en place une taxe de 4,5% sur le chiffre d'affaires des enseignes de grande distribution au titre des super profits, avec une exemption générale pour les distributeurs hongrois, ce qui porte atteinte aux droits européens. Le contrôle des prix et des stocks par le gouvernement rend non viables de telles entreprises. Ce faisant, le gouvernement hongrois espère se débarrasser des investisseurs étrangers en récupérant leurs filiales installées en Hongrie, en y plaçant des amis du pouvoir, qui sont déjà très riches des combines de Viktor Orban. Même si la commission a été alertée par les entreprises, les procédures sont tellement longues que certaines entreprises ont été contraintes de céder au chantage du gouvernement hongrois, qui les menace de contrôles fiscaux très orientés ou même de contraindre leur activité par la loi. L'entreprise française Vinci a par exemple participé au rachat de l'aéroport de Budapest à hauteur de 20%,
contrôlée précédemment par les Allemands d'Avis Alliance, qui n'avaient plus le droit d'agrandir la structure, comme l'indique le journal Le Monde. La France n'est vraiment pas en reste et profite de la situation. Auchan a revendu ses filiales au gendre d'Orban et Framatome va participer à l'extension de la centrale nucléaire Pax, construite par le russe Rosatom. Framatome profite du retrait de Siemens, qui ne voulait pas être mêlé à ce projet sulfureux, et à la Russie. D'ailleurs, la Russie continue de bénéficier de passe-droits avec la Biélorussie en Hongrie. Le gouvernement hongrois s'affranchit de toutes les sanctions à l'encontre de la Russie et de la Biélorussie en faisant bénéficier aux travailleurs russes et biélorusses un séjour de 2 ans, renouvelable 3 ans, et donnant droit à une résidence permanente. La Commission européenne a demandé des justifications, craignant que la Hongrie ouvre la porte à de nombreux espions russes et biélorusses, reprenant ainsi les craintes de nombreux États membres et du PPE. La Hongrie se défend en disant que ces procédures de contrôle d'entrée n'ont jamais été remises en cause par la Commission. Elle relativise aussi le fait que la Hongrie n'est pas le pays abritant le plus de citoyens russes dans l'Union. La question de l'immigration étant une compétence purement nationale, la Commission ne peut qu'évaluer le danger d'un tel risque pour le moment. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Serbie. Le dossier Rio Tinto refait surface. C'est là tout le paradoxe de l'Union européenne. Désireuse de rendre son économie plus propre et de fournir aux industries automobiles un lithium bon marché, le cas de Rio Tinto et du gisement de lithium en Serbie est une parfaite illustration de la realpolitik européenne. Alexander Vučić n'est qu'un allié de circonstance. On se rappelle des échanges houleux entre Vučić et le Parlement européen lors des dernières élections municipales, la société civile étant aussi soutenue par la Commission européenne. Alors que le gisement de lithium était mis à l'arrêt après des protestations des locaux à Gornje Nedeljice, dans le nord-ouest du pays, depuis plusieurs mois, Vučić a réussi à obtenir un accord avec l'Union européenne dans le cadre de son pacte vert. La répression des manifestations du mois d'août a été justifiée par une menace de révolution de couleur, un discours tenu par les relais serbes de propagande russe. C'est là aussi l'illustration de la Serbie qui joue sur les deux tableaux en faisant du business avec l'Union européenne et la Russie. Les locaux craignent une pollution durable du sous-sol et de l'eau environnante. La firme Rio Tinto tente de convaincre les autorités depuis 2007 d'exploiter le gisement. Un gisement qui permettrait d'équiper 1,1 million de véhicules électriques à l'horizon 2030. Une manœuvre de l'UE qui ne fera que renforcer sa dépendance à Vučić et qui renforcera la dérive autoritaire de ce dernier, un très mauvais signal envoyé à la société civile serbe qui se bat contre ces politiques antidémocratiques. Pire, la confiance des Serbes à l'égard de l'UE ne cesse de reculer. Et aussi, par ce deal sur le lithium, l'Union européenne vient renforcer le discours d'une union qui veut dominer la Serbie et renforce la figure de Vučić, dépeint comme combattant de la décadence occidentale et de l'ingérence des Européens. Ukraine. La Rada interdit l'Église orthodoxe russe sur son territoire ? C'est un projet qui était dans l'air depuis 2014 et l'annexion de la Crimée et de l'invasion du Donbass. L'Église orthodoxe d'Ukraine du patriarcat de Moscou est historiquement suspectée d'espionnage pour le compte de Moscou. Avec la loi passée le mardi 20 août par la Rada, le Parlement ukrainien indique que toutes les organisations religieuses qui expriment des sympathies pour la Russie ne pourront plus exercer leur activité sur le territoire ukrainien. Liée au patriarcat de Moscou, l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou voit plusieurs de ses cadres suspectés d'avoir travaillé avec la Russie. En janvier 2023, le ZSU, le service de sécurité intérieure de l'Ukraine, ont découvert des éléments de propagande et des passeports russes dans plusieurs églises. Leur rôle était de diluer l'identité ukrainienne dans l'identité russe. L'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou dispose encore de 9000 paroisses en Ukraine. La loi entrera en vigueur
le mois prochain et l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou aura 9 mois pour prouver qu'elle a coupé les liens avec le patriarcat de Moscou. L'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou affirme déjà avoir rompu les liens lors d'un synode en date du 27 mai 2022 où elle a précisé l'autonomie et l'indépendance de l'Église en réaction à l'agression russe. Elle ne cesse de perdre des croyants depuis 2014 et encore plus depuis 2022. Un nouveau symbole de distanciation envers la Russie, cette dernière fait de Kiev son berceau politique et religieux. Une tendance qui oblige l'Église liée au patriarcat de Moscou à se rapprocher de l'Église autocéphale indépendante d'Ukraine, reconnue par le patriarche de Constantinople. À terme, l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou devrait disparaître au profit de sa rivale. Le patriarcat de Moscou, sans surprise, dénonce une atteinte à la liberté de conscience. Ukraine encore, le pays adhère à la Cour pénale internationale. Mercredi 21 août, la Rada, le Parlement ukrainien, a adopté un projet de loi pour ratifier le statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale. Le débat remonte à quelques années en arrière, mais faisait toujours l'objet de blocages. La ratification du statut de Rome fait partie des conditions pour avancer sur les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Reste la crainte pour les Ukrainiens de voir certains de leurs citoyens jugés devant cette cour dans le cadre de l'agression russe. Dans le sens inverse, ça donne plus de poids aux dossiers constitués pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'encontre de la Russie. L'Ukraine a décidé d'invoquer l'article 124 du statut de Rome qui exemptera tout Ukrainien de poursuite devant la CPI pour 7 ans pour crimes de guerre. L'exemption est valable plus largement pour ceux qui ont commis des crimes de guerre sur ce territoire. Cela s'appliquera donc aux soldats russes. La justice ukrainienne devrait s'en charger à la place. Cette exemption ne change rien aux 6 inculpés dans le cadre de cette guerre, dont Vladimir Poutine. L'exemption ne s'appliquera qu'à partir de l'adhésion à la CPI, adhésion qui dépend de l'envoi de l'acte de ratification à l'ONU, ce qui donnera encore 3 mois avant l'adhésion officielle. Voilà, l'épisode sur la semaine européenne numéro 34 de 2024 se termine ici. Merci d'avoir écouté Europe Hebdo. Si vous avez apprécié écouter ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Et pour ne rien rater de chaque publication, n'oubliez pas de suivre Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et pour soutenir Europe Hebdo et augmenter sa visibilité, n'oubliez pas de liker, commenter et partager ces publications. À la semaine prochaine sur Europe Hebdo.